Bonjour, bonsoir à vous tous. Vous êtes dans Le Monde en 7 ce samedi 27 septembre 2025. Deux invités sur le plateau avec moi pour faire le débat. Akleso Esso, consultant et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York, bonsoir à ceux qui nous suivent aussi. J'espère que vous allez bien. Oui, tout le monde va bien. Face à vous, Dominique Lacmont, il est leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami coach, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Et merci à vous d'être notre invité. C'est un réel plaisir. Ce soir, on va d'abord commencer avec l'Assemblée générale de l'ONU et une question en particulier. Est-ce que la voix de l'Afrique est entendue? La voix de l'Afrique, en tout cas, a résonné à nouveau lors de l'Assemblée générale de l'ONU cette année, notamment par le biais de discours de leaders africains plaidant pour une plus grande représentation au Conseil de sécurité, une architecture financière internationale réformée, des actions sur le financement du développement et le climat. Le discours du président sud-africain au sommet a souligné la nécessité d'une réforme en profondeur du Conseil de sécurité et d'une promotion du financement de l'agenda 2063 de l'UA, tandis que le secrétaire de l'ONU lui-même a souligné les atouts de l'Afrique et son rôle dans la création d'un monde plus prospère. Dominique Lacmont, les sommets, en tout cas les assemblées générales de l'Organisation des Nations Unies se suivent et se ressemblent. On voit les chefs d'État qui sont dans un défilé à faire des discours. Ce qui nous intéresse, c'est les chefs d'État africains. Est-ce que vous avez d'abord l'impression que lorsqu'ils s'adressent à la tribune de l'ONU, les dirigeants africains sont écoutés? Est-ce que les dirigeants africains sont écoutés? C'est un peu mitigé. S'ils sont écoutés, je pense que ils sont en train de se chercher, pour moi. Ce sont des gens qui se cherchent toujours. Plus de 80 ans qu'on est dans une organisation des Nations Unies. Mais même cette appellation me fait d'abord réfléchir. Est-ce que c'est une organisation des Nations Unies ou bien une organisation sous quelques nations qui se sont retrouvées? Vous savez que cette ONU, c'est tous ces pays membres de l'ONU se croupit sous les décisions de ce Conseil de sécurité qui regroupe 5 pays qui ont droit de veto. Et qui, dans ces pays qui ont ce droit de veto, qui constituent ce Conseil de sécurité, sont les seuls à manipuler cette institution à leur guise, au dépend de leur vision, au dépend de leurs attentes. Moi, c'est vraiment très décevant de constater que 5 pays peuvent prendre des décisions au nom de ce regroupement qui a plus de 180 combien de pays, et que c'est 5 pays qui ont le monopole des décisions, de prise de décision au nom de tous ces pays-là. Aujourd'hui, cette organisation me laisse à désirer, franchement. Et est-ce que dans cette organisation, la place de l'Afrique est vraiment importante? Est-ce que l'Afrique a sa place? Est-ce que l'Afrique est écoutée? Je pense que c'est plusieurs. Si on interroge plusieurs Africains, je pense que il y aura des questions, des réponses souvent mitigées. Est-ce que l'organisation a favorisé l'épanouissement de l'Afrique, est-ce que cette organisation comble les attentes de l'Afrique? Moi, en tant que panafricain, je dirais non. Je dirais non dans ce sens, parce que cette organisation a été plutôt un instrument de ces grandes puissances de pouvoir exploiter et piller également l'Afrique. Je ne sais pas si vous constatez toutes ces crises que nous avons eues sur le continent africain, notamment la RDC qui est en conflit, qui souffre de l'intégrité de son territoire pour des raisons de conflit armé. Il y a la mission onusienne qui n'a pu rien donner dans ce pays. On peut parler également des pays du Sahel aujourd'hui qui, dans leur stratégie, veulent même quitter cette organisation. On a vu la présence de ces missions onusiennes sur ces pays-là qui n'ont absolument rien donné. Vous avez vu les décisions du Conseil de sécurité qui a permis de finir avec le président libyen Kadhafi aujourd'hui, qui a permis que l'Afrique se retrouve en proie du terrorisme. Je pense que vraiment, est-ce que l'Afrique a sa place?
C'est la question qu'on pose à Cléso Esso. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les dirigeants africains, parce que pratiquement tous vont, ils présentent leur discours, dans ces discours, on entend un certain nombre de plaidoyers. Nous voulons que l'Afrique soit plus représentée, nous voulons que la voix de l'Afrique soit entendue, une diversification de l'économie, multilatéralisme. C'est les mêmes choses qu'on entend tous les ans. Finalement, on est en droit de se poser la question, est-ce que ça fait écho? Moi, je vais aller droit, ça ne fait pas écho, parce que quand vous attendez tout ce que le président sud-africain dit, je ne fais que, je parle que sur l'aspect finance, il ne fait que quémander. Vous ne pouvez pas avoir votre responsabilité. On ne peut pas vous respecter une fois que vous tendez la main à tout moment. J'aurais préféré que l'Afrique ait une banque solide qui aussi peut quitter ici, investir en Asie ou en Europe et console. C'est comme ça que le rapport de force. Mais nous n'avons pas. Il y a les banques chinoises qui investissent partout, même aux États-Unis, même en Europe. Nous, on pense qu'il y a une place taillée. On a quand même la BAD. La BAD n'a jamais financé quoi que ce soit en Europe aussi, j'ai bonne mémoire, ni aux États-Unis. Mais comme je dis, il y a la Banque centrale de Chine et la plupart des banques chinoises interviennent, investissent en Afrique et en Europe. Et donc les nôtres, même nous-mêmes, au sein de la population africaine, ils ne financent pas en tant que cela. La plupart des projets des jeunes africains ne marchent pas parce que nos banques africaines ne sont pas là pour financer nos choses. Donc finalement, ça ne marche pas. On va là-bas. Peut-être que c'est pour prendre les primes pour avoir assisté à ces réunions, parce que concrètement, ça ne change pas. Ce n'est pas une question de panafricanisme, mais le problème, c'est que les dirigeants africains n'aiment pas leur population. Ils ne font rien pour que la population soit à l'aise, qui soit vivre normalement, mais au même moment, ils doivent, l'Occident ou les autres, c'est eux qui font nos situations ainsi. Mais la Corée du Sud aussi a connu la même chose. Mais la Corée du Sud, si on veut dire que la démocratie ou du monde occidental n'est pas bonne, la Corée du Sud la pratique aujourd'hui. La plupart des téléphones, la plupart des voitures, l'électricité qu'on sort, c'est fabriqué à la Corée du Sud. Ça veut dire que ça marche quand même. Si on dit que c'est parce qu'on est dans les Nations Unies que ça ne marche pas, voilà le cas de la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas dans le famille. Est-ce que la situation de Nord-Coréens, est-ce que plutôt les Nord-Coréens, est-ce que ça marche mieux? Non. Quand vous comparez la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est la nuit et le jour. La Corée du Sud, donc ça veut dire qu'en fait, c'est la volonté politique et comment dire, les décisions politiques pour que les choses marchent qui marquent à nos dirigeants. Comment ils se retrouvent là-bas et réclament de meilleures conditions alors qu'eux-mêmes, ils ont durci les conditions avec la population. Ça ne peut pas être ainsi. Ouais, moi, je vais prendre un exemple. Hier, je suivais à la télé les jeux de tennis et de comment vous l'appelez, golf. On joue ATP ici, on joue tennis en Chine, Tokyo. Mais j'ai jamais entendu qu'on a fait ATP en Afrique. C'est-à-dire que même dans les sports internationaux aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dedans. Il n'y a pas de gens qui peuvent jouer, ou en Afrique pour jouer le tennis là, ou bien qui peut faire les rallyes. Ça veut dire qu'on nous a écartés et nous-mêmes nous sommes d'accord qu'on nous a écartés et on commande. Le truc c'est que, M. Samé, je suis coach. Une fois que vous commandez, celui qui vous met dans la main, vous met par terre. Et à chaque mois, vous êtes par terre, vous ne pouvez pas réclamer les mêmes conditions que celui qui au-dessus de vous. Donc, c'est pour répondre clairement que, en fait, notre voix n'a pas d'écho. C'est juste qu'on attend, comme les gens sont venus parler, nous aussi, on vient faire notre bruit. Mais ça ne dit rien, puisque ça fait 80 ans qu'on crie. Mais pourquoi quelqu'un chante à condition, toi-même, il faut faire le fort. Mais on a constaté que nos dirigeants africains, à part martyriser ou emprisonner leur population et rester éternels, ils font aucun grand pas pour changer des choses. Vous n'allez jamais voir. Et qu'on a dit, il y a une bourse africaine parce que la Côte d'Ivoire a essayé entre-temps où on a dit bourse Angela Merkel, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une bourse que je peux quitter au Togo aussi, aller en Côte d'Ivoire au nom de cette bourse pour fréquenter, ou bien que les étudiants français aussi peuvent venir. Mais chaque jour, c'est nous qui recevons les bourses pour aller au Maroc, au Japon, en Inde et comme ça. Or, quand on parle de colonisation, quand vous laissez vos étudiants venir dans ces pays, la première chose qu'on leur fait, c'est que c'est transformer leur mentalité, voir qu'ils savent mieux. Donc, si ces bouts commencent par venir, il y a cet exode des étudiants africains vers là où c'est mieux. Je pense que rien n'a changé. Une fois que les infrastructures, les structures ne sont pas bien requises ici pour qu'on puisse être dans les mêmes conditions ici et ne pas dire que là-bas c'est mieux ou là-bas c'est mieux que chez nous. Je pense que nos dirigeants peuvent dire ça ne sert à rien. Ça ne change pas. Alors, en tout cas, l'Afrique, elle, continue chaque année en tout cas dans les discours qu'on écoute, à poser des revendications. Et celle qui vient en tête aujourd'hui, c'est la représentation. 54 pays sur le continent.
aucun pays africain n'est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. En tout cas, le bloc des 5 permanents n'est membre permanent du Conseil de sécurité. Est-ce que ce n'est pas une injustice qu'il faut corriger aujourd'hui? Non, mais même avant d'arriver à ce niveau, je pense que même dans l'organisation, et cette organisation doit revoir ces textes, parce que ce sont des textes qui sont écrits il y a aujourd'hui 80 ans. Je pense que ça ne tient plus compte les réalités actuelles de tous les pays. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir ça, parce que l'Afrique, ça fait un quart de population mondiale. Si on se dit qu'on n'a pas une représentation au sein de cette organisation, moi je dis que c'est vraiment une insulte. Mais il faut, pour qu'il y arrive, il faut que l'Afrique aussi puisse revoir certains de ses comportements. Et il faut que nous, aujourd'hui, vous savez, nous avons également un souci réel que nous devons le dire. L'Afrique n'est pas encore arrivée à cette Afrique qu'on attendait, une Afrique unifiée, qui parle d'une même voix, qui est prête à être soudée et puis porter une seule voix à cette tribune aujourd'hui. Mais moi, je ne mets pas trop de la responsabilité aux dirigeants africains, parce que ceux qui ont mis en place cette organisation avaient un plan bien tracé, puisque c'est au sorti d'abord de la colonisation, après la guerre, qu'ils ont mis cette organisation. En mettant cette organisation, ils avaient un plan bien tracé, c'est d'asseoir leur hégémonie mondiale sur les petits États, comme nos États africains. Aujourd'hui, quand on parle des 5 grands pays, pourquoi? Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont développé de l'arme nucléaire, mais pourquoi ils ne veulent pas les autres pays qui sont développés également? Parce que c'est cette question. Pourquoi aujourd'hui l'Iran n'a pas ce droit de développer l'arme nucléaire? Pourquoi aujourd'hui, si le Togo a les moyens, ne peut pas permettre de se développer cette arme nucléaire? C'est parce que à ces pays-là, c'est une manière de dissuader les autres pays. Non seulement ça, avec la force militaire qu'ils ont, ils ont une politique, une manière de pouvoir une politique d'imbriquer tous les pays africains qui ne répondent également à la réalité. Aujourd'hui, nous parlons de notre fameuse démocratie. Vous savez, si on veut revenir dans l'histoire du monde, ces pays aujourd'hui qui regroupent ce Conseil de sécurité auquel ils prennent des décisions au nom des pays membres de l'organisation, ils se sont développés pendant la démocratie. Si nous prenons la France de Louis XIV, si nous prenons l'Angleterre, ces pays-là, et l'Angleterre, les États-Unis et tout, ces pays qui ont exploité, qui se sont servis de l'esclavage pour se développer, et aujourd'hui, après être arrivés à un niveau de développement spectaculaire, ils ferment la porte à d'autres personnes d'ici développer. Aujourd'hui, on parle des droits humains. Est-ce que la France s'est développée en respectant les droits humains? Je pense que non. Et quand aujourd'hui, on parle est-ce que les États-Unis se sont développés en respectant les droits humains? Je pense non. Mais c'est parce que c'est une manière de nous amener à rester toujours derrière. C'est vrai, les droits humains, c'est une manière... tout homme doit respecter. C'est pas à ces messieurs-là de venir nous enseigner le respect des droits humains en Afrique. Nous, en Afrique, on considérait la dignité de l'homme, tout était respecté. Mais c'est comment se décoller pour arriver à leur stade de développement. Tout est fait. Je pense que l'Afrique doit repenser, à retrouver les stratégies, à revoir comment faire, comment revenir dans les fondamentaux, c'est-à-dire qui incarnent notre africanité pour se décoller. Si nous voulons rester dans des organisations avec des plans inscrits pour nous maintenir dans la pauvreté, dans le sous-développement, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Alors, est-ce que ça pose la question de la nécessité de parler d'une seule voix pour l'Afrique? C'est le défi aujourd'hui? Non, en fait, il n'y aura jamais une Afrique unie. Il faut qu'on soit sûr. Non, moi, je ne parle pas d'unie, mais de parler d'une seule voix. Même le souci, c'est que j'ai expliqué ici, aller d'une fois, nous allons faire l'union pour demander, réclamer quelque chose, être fin d'être solidaire. D'abord, l'Africain doit apprendre comment il faut être solidaire. C'est ça le souci. Ouais, déjà, il y a un problème qui se pose entre le Gabon et le Bénin. C'est le blanc qui a fait ça? Non. C'est que je dis que je voudrais... Voilà l'Afrique qu'on réclame. On dit qu'on est africain et qu'on est unis et qu'on doit parler d'une seule voix. Au même moment où
un Africain, renvoie un Africain de chez lui sous prétexte qu'il y a tête. Non, c'est pour dire que ça ne peut pas être ainsi. Je l'ai déjà dit une fois ici, M. Samuel, quand vous allez en Europe, chaque État a sa langue. Et les États sont combattus, Allemagne, tout ça. Pourtant, malgré toutes les guerres qu'il y a eu lieu, aujourd'hui, ils ont formé, Union européenne. Et ces pays s'entendent à faire les choses ensemble. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut dire que le blanc a formaté un plan. Non. Il y a la démocratie que les gens ne comprennent pas. La démocratie, en fait, on parle de démocratie, c'est l'ensemble des lois que vous-même, dans votre pays, vous dites que vous êtes soumis à cette loi. C'est ça qu'on vous dit, la démocratie. Si dans nos tests, on a dit ne coupe pas des arbres, c'est que quand je dis que je me soumets à la démocratie, je ne dois pas aller couper cet arbre. Les lois que nous avons nous-mêmes écrites, on ne les respecte pas. C'est ça le problème. C'est ça qui est le souci. Le blanc n'a rien fait. Je dis que l'Afrique n'est pas le seul continent à être colonisé. Le Togo n'a pas été le seul continent. Mais comment le Japon, les autres se sont pris pour aller là où ils sont aujourd'hui? Ça voudrait dire que d'abord, on ne fait pas des recherches. Le programme scolaire, ça ne vaut rien. Et tout ce qu'on enseigne aux gens, c'est d'aller apprendre et devenir encore employé chez quelqu'un. Ça ne peut pas marcher. Donc, pour que l'Afrique puisse aller d'une voie commune, si les gens veulent aller comme ça, c'est qu'on doit être sérieux dans ce qu'on fait. Vous voyez qu'un président qui fait 4 ans ou qui pense qu'il est plus éternel là-bas, et il dit ça, je pense, donc, aller d'une seule voie, c'est que le président qui fait un mandat et il dit que non, qu'il faut que ça soit un mandat, les deux doivent s'entendre sur quoi pour dire qu'il parle d'une seule voie. C'est ça le problème. Ça voudrait dire qu'il faut déjà que l'Afrique commence par changer de mentalité et évoluer. Le fait qu'on cherche toujours un bouc émissaire, que quelqu'un nous veut nous mal, c'est ça le problème. Et tu ne peux jamais, personne ne peut te soumettre si tu n'es pas d'accord. Les gens ont connu pire. Je vous ai dit que quand on vous compte la colonisation britannique en Inde, c'est la plus pitoyable des pitoyables. Mais aujourd'hui, il y a des Indiens qui deviennent ministres en Grande-Bretagne. Imaginez que c'est chez nous aussi qu'on voit un blanc qui est ministre. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça voudrait dire que nous sommes dans un village planétaire où on est chez nous partout. Donc il faut changer des choses. Moi, ce que je pense qu'on doit faire, ou s'il faut aller d'une voie commune, on est en train de tuer des gens en RDC, mais aucune voix africaine n'a pu se lever et que ça s'est tué. C'est plutôt quand Donald Trump ou les Américains ou les États ont parlé qu'on a eu un semblant de paix. Mais pourquoi quelque chose se passe en Afrique, on ne peut pas parler pour ça se taise. Pourtant, le président sud-africain a porté plainte contre Israël en ce qui concerne les gens de Palestine. Donc, la vie des Palestiniens est plus importante que la vie des Congolais, de RDC, ceux qui vivent là-bas. C'est ce que ça voudrait dire. Vous voyez que l'Africain s'occupe d'autres. Alors qu'il y a des choses ici. Pourquoi, malgré la richesse des pays africains, on ne peut pas dire que le Somalie est là-bas, le Togo ne donne pas, la Côte d'Ivoire ne donne pas. Comme vous dites qu'on doit aller d'une seule voie, on n'a qu'à arranger le problème et comment dire, Somalien en donnant à pouvoir tête pour s'en sortir, mais on ne le fait pas. Mais on attend jusqu'à ce que c'est le blanc ou bien c'est l'Occident qui va le faire quelque chose, on va encore surgir. Pour répondre à ta question, en fait, ce n'est pas une question d'aller d'une seule voie, mais c'est une question de manque de volonté et de solidarité. Mais l'Afrique, quand même, aujourd'hui, ne peut pas se passer de l'ONU. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est à dire que sans cette unité, nous ne pouvons pas, parce que si nous prenons nos nations à chaque individuellement, nous ne pesons pas devant ces pays. Il faut reconnaître la réalité. Quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'unité, je pense que c'est faux. Mais il dit qu'on a besoin de solidarité et non d'unité. Oui, mais il faut qu'on soit unis aussi. Par rapport à quoi? Quand vous évoquez le problème du Gabon et du Bénin, c'est parce que pourquoi aujourd'hui on parle du Gabon, du Bénin? Parce que ces gens-là ont tracé nos frontières. Et aujourd'hui, il y avait des royaumes. Avant l'arrivée des Blancs, il y avait des royaumes, il y avait des frontières bien avant. Il y a l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Donc, on n'était pas un État uni. Oui, je pense qu'à ce moment, on avait des fondamentaux sur lesquels il faut respecter. Vous avez parlé de la démocratie. L'Afrique avait une démocratie qui répondait aux réalités qui répondait aux réalités du peuple. Aujourd'hui, si nous prenons la démocratie telle que l'imposent les Occidentaux, je pense que ça ne commode pas avec prenons le cas de la démocratie de ne pas violenter la femme. Quand le blanc le dit, c'est mauvais ou bien c'est bon. Mais est-ce qu'en Afrique, on violentait la femme? Il y a des gens qui violentaient la femme. Jusqu'à présent, il y a des gens qui le font. Oui, ça existe. Ça, c'est oui, c'est moi je dis. C'est moi je dis. C'est pas eux qui ont inventé les droits de l'homme. C'est pas je voudrais qu'ils le disent. La charte des droits de l'homme, c'est
ce n'est pas le blanc qui est venu nous montrer comment on respecte les droits humains. Si, au contraire, si on veut rentrer dans l'histoire pour voir quels sont ceux qui ont dégradé les droits humains, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui. Mais nous, en Afrique, on avait déjà ces principes de respect. Il y avait les sacrifices humains aussi en Afrique. Mais si tu passes, tu ne connais pas l'histoire aussi de l'Europe. L'Europe a pour le moment, je ne peux pas commencer. Je suis dans ce que tu dis. Oui, mais aujourd'hui, même quand nous sommes actuellement, si nous fouillons, est-ce que les sacrifices humains, là, est-ce que c'est arrêté? Ça disparaît un peu. C'est toi, mais est-ce que tu as fait les études pour voir si réellement ça disparaît? J'ai dit, nous avons aussi des principes qui commodent avec notre réalité. Aujourd'hui, tu mets un enfant au monde, tout le monde rêve de devenir président. Mais alors, on avait des fondamentaux sur lesquels, quand tu quittes dans un royaume, tu es né dans un royaume ou dans un village, c'est que quand tu n'es pas de la lignée royale, tu ne peux jamais penser à être un roi. Et tout le monde c'est les politiques qui ont changé ça, et non le blanc. Ça veut dire que ça détruit également et l'être, c'est-à-dire l'être intérieur à quoi nous ressemblons. Aujourd'hui, nous faisons une politique à la chauve-souris. Nous ne voulons pas ressembler non plus aux blancs, en appliquant la démocratie du blanc, comme ça se doit. Nous ne voulons plus rester à nos fondamentaux, comme si ça passait dans les royaumes, mais nous faisons une politique à la chauve-souris. Qu'est-ce que voit? Alors que dans cette politique, ce sont des moyens colossaux qui sont enclenchés dans ces histoires qui pouvaient nous servir à développer nos États. Je pense que c'est assez fondamental que moi j'ai dit, nous avons tout perdu au détriment de ces personnes-là. Nous devons revenir, retrouver nos repères, pour qu'en allant vers l'unicité de l'Afrique, et puis également réfléchir comment faire pour concurrencer ces gens-là. Mais sauf que les gens, si nous nous mettons aujourd'hui dans cette organisation des Nations Unies, eux, en créant ça, ils ont des lignes directives qui permettent de limiter pour que l'Afrique puisse décoller. Donc c'est là, parce que ça limite le développement de l'Afrique. Justement, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au sommet de cette organisation, parce qu'il faut le dire clairement, ce sont les 5 grands qui ont droit de veto, qui dirigent les choses, les États-Unis en tête, est-ce qu'ils ont envie d'avoir une Afrique qui parle avec eux d'égal à égal? Je pense que c'est une belle question. En fait, les 5, y compris la Chine et la Russie, parce que les gens pensent que c'est la France et les États-Unis. Aucun de ces pays n'ont pas d'intérêt à vouloir franchement que l'Afrique marche. Mais le souci aussi que, ou bien là où je peux policer mon discours, c'est aussi dans leur intérêt quand ça marche aussi en Afrique, parce qu'ils vont commercer et par rapport aux Africains. Ouais, j'ai déjà dit ça ici. Pourquoi est-ce que quand les produits chinois arrivent ici, ça revient plus cher chez nous? Quand les bateaux chinois viennent ici, ils n'ont plus de produits qu'ils prennent pour retourner en Chine. Ça veut dire que nous payons plus cher que quelqu'un qui est en Europe. Alors qu'au moment, quand le même bateau va en Europe, il transporte d'autres marchandises pour retourner. Donc, aller-retour assuré. Donc, il y a un équilibre de la balance commerciale. Si on développe l'Afrique, que ça marche, ça veut dire qu'on va commercer d'égal à égal. Donc, il y aura ce genre de choses aussi que ça va. Et que si l'Afrique se développe, nous aurons un pouvoir d'achat qui permettra aussi qu'on puisse commander de bonnes choses chez eux. Donc, mais en même temps, vous savez, quand vous prenez sur le volet développement économique que vous évoquez, aujourd'hui, on a une Chine qui est très développée et ce n'est pas du goût des Occidentaux. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à avoir une Afrique aussi qui se réveille, qui se développe? Même la Chine même n'a pas intérêt. Le souci, c'est que la Chine ne respecte pas beaucoup de principes du droit commercial. Et quand elle se rend compte que ces principes défendent plutôt ces Occidentaux qu'elle... Non, en fait, et c'est ça que je dis. Ouais, il y a des instituts en Chine, quand tu le vois dans ce mois, le mois prochain, ça disparaît. Et il y a même, vous allez constater, il y a des portables qui viennent aussi, ça te plaît, prochainement tu vas le chercher, tu vas plus, tu vas le trouver. Donc, c'est-à-dire que normalement, il y a une pérennisation des produits quand on fabrique. Mais en Chine, c'est une copie collée, on copie la licence des gens, c'est ça même. Mais actuellement, vous allez en Chine, il y a des zones où on avait construit des industries, ce sont des zones vides de personnes aujourd'hui, parce que la Chine n'a pas su pérenniser. Donc, c'est pour dire que la Chine est et vous me permettez l'expression, elle a fait le banditisme commercial. C'est pourquoi ce n'est pas question de même avec la Chine n'est pas honnête. La Chine nous vient prendre beaucoup de choses
chaud chez nous, mais quand elle va, ce qu'elle nous revient, elle nous vend plus cher. Ouais, les menuiseries à lui, comment dire, oui, les menuiseries à lui, tout ça là, on prend les produits là ici. Des fois même on les transforme ici, il y en a même que c'est Davier ici, on a amené nos fers pour ça, mais quand ça revient, c'est plus cher. Donc là, en matière de commerce, personne n'est honnête envers l'autre. Maintenant, seulement que sur les stations, il y a des règles douanières qui marchent. Sinon, il n'y a aucune règle douanière. Le Chinois refuse qu'on prenne les produits ici au Togo pour venir amener en Chine. Pourtant, lui, il amène ici. Chez les Occidentaux, plutôt, c'est le cas contraire. Ils ne vont pas amener. Vous allez voir que quand Donald Trump a amené les sanctions douanières, la Chine a passé par des moyens pour demander qu'on a dû. C'est pour dire qu'au moins, nous, personne, aujourd'hui, aucun pays africain ne peut pas dire qu'il bloque sa frontière là-dedans. C'est qu'on ne pèse pas. Or, pour faire ça, il faut que vous développez votre économie. Surtout si vous ne fabriquez rien. Nous, on se base souvent sur les matières premières. C'est ça le problème. Si vous ne fabriquez rien, vous ne transformez rien, c'est que vous n'avez pas le pouvoir pour imposer quoi que ce soit à l'autre. Or, ces pays, ils sont entendus. Moi, je disais aux gens même que l'essor de la Chine, c'est voulu par les États-Unis. C'est que s'ils ne veulent pas, les États-Unis ont fait attention qu'il y a sur chaque continent quelqu'un qui s'est développé. Vous voyez le cas de l'Afrique du Sud, du Maroc, donc on fait attention que c'est eux ceux qui commencent. Pourquoi le Maroc? C'est eux qui décident? Non, je ne veux pas dire eux, mais je dis que les sectes... Vous dites qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait des gens qui développent. Ouais. Ça veut dire que c'est eux, les autres ne sont que des pions qu'on déplace sur le jeu en fait, je peux dire oui. Si vous allez voir les derniers, quand Donald Trump est venu, il n'a pas négocié avec des gens pour dire je ne veux pas que ça s'agisse. Il a imposé. Alors que normalement, si on est en discussion, on doit discuter et tout le monde peut faire. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Vous voyez que l'Afrique du Sud, normalement, l'une des puissances économiques de l'Afrique, on devait avoir beaucoup qui émergent. Même le fameux Elon Musk vient de là-bas. Autant il n'a pas choisi de développer là. Il est parti aux États-Unis de manière nationale. Mais ça pour dire que finalement, personne ne veut de nous. C'est pour moi que les comprendre. Ce n'est pas une question d'occidentaux, mais personne ne veut de nous. Mais si l'on veut vraiment s'imposer, il faut qu'on fasse les choses. Comment on appelle? Dominique a parlé de droits de l'homme. Moi, je n'ai jamais, je pense que c'est sur ce plateau, j'ai expliqué même comment nous, on pratique les droits et comment c'est venu chez nous. Mais comment on le néglige maintenant? Quand on dit de ne pas couper les arbres, c'est protection de l'environnement. Le blanc a trouvé le nom problème. Quand on dit de ne pas piler foufou la nuit, c'est nuisance au nom. C'est quoi? Ceux qui disent qu'ils sont des culturels n'ont pas pu expliquer ça à la population. Mais moi, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui on veut traiter d'égal à égal avec les gens là, il faut développer notre économie. Il faut faire des recherches dans les études. Est-ce que, Dominique, même question, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique va pouvoir avoir une place à la table au sein du Conseil de sécurité avec les mêmes droits, être membre permanent, droit de veto? Oui, si l'Afrique fait un travail sur elle-même. Parce qu'aujourd'hui, qu'on dise, comme si nous prenons nos nations individuellement, je pense qu'on est très loin de ces pays. Ça, c'est une réalité. Et si on veut vraiment qu'on puisse peser dans ces concerts des Nations Unies, je pense que nous devons être encore plus soudés, plus unis, pour parler d'une même voix. C'est à ça que je parle. Nous devons aujourd'hui repenser à retrouver nos fondamentaux de vie. Parce qu'aujourd'hui, avec ces frontières, je suis au Bénin, je suis au Togo, et ici, c'est vrai, nous pouvons garder nos nations, mais en cultivant une intégration africaine pour que d'abord qu'en Afrique, nous-mêmes, nous nous sentons plus mieux d'abord en Afrique. D'accord? Parce qu'il y a cette question où l'Africain n'est pas encore accepté même sur son propre continent. Donc il faut un travail, il faut cette volonté politique de tous les dirigeants africains pour qu'on arrive à cette intégration africaine où chaque Africain se sent mieux quelque partout où il arrive sur le continent, et en arrivant, en acceptant et en se forçant à accepter cette intégration, nous pouvons nous unir davantage, être plus soudés, et là, on pourrait être de commerce, c'est-à-dire qu'on pourrait porter aujourd'hui, on peut se dire un jour, on peut mutualiser les efforts pour peser dans la balance de ces Nations Unies. Il faut comprendre certaines choses, parce qu'ils sont très loin de nous. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec Coach qui ne veut pas aussi comprendre l'implication de ces pays, de ces puissances, de nous maintenir dans la pauvreté, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui, quand nous disons qu'il y a des crises et des conflits armés sur notre continent, il n'y a pas un pays africain qui fabrique des armes.
Vous savez, aujourd'hui, on parle de le terme crucial de cette session. Oui, cette Assemblée générale. C'est ensemble pour quoi? Je pense qu'il y a quelque chose de la paix. Est-ce que cette organisation milite pour la paix? Non, je ne peux pas. Et je ne sais pas. Depuis que l'ONU est là, il y a plus de guerres dans le monde qu'il y en a eu sous la SDN. Parce que ces 5 organisations, de ces 5 pays qui maintiennent le Conseil de sécurité auquel toutes les décisions sont prises au détriment des autres pays, c'est ces pays-là qui alimentent ces conflits. C'est ces pays-là qui fabriquent les armes. C'est ces pays-là qui... Vous savez, je peux dire, cette organisation, même d'ailleurs, si nos dirigeants n'arrivent pas à réfléchir pour trouver les voies et moyens pour pouvoir... vraiment pesé, je pense que c'est une organisation, je peux dire mafieuse, pour lesquelles ces pays-là utilisent pour exploiter. Quand ils alimentent les guerres au niveau du RDC, et les missions, il faut voir quel est l'objectif de la mission origine. Elle n'intervient même pas en faveur du pays. Tout ça là aujourd'hui. Vous devez connaître, tu dois connaître la mission des casques bleus. Les casques bleus ne viennent pas pour tirer sur une population. Ils viennent, ils s'interposent. Oui, je connais. Je dis des choses en conséquence. Je vais te dire que ces missions-là, c'est du dilatoire pour désorienter les objectifs d'un État. Et c'est pourquoi, à ces raisons, moi, je donne un compliment au président Assimi Goïta qui les a renvoyés de ce jeu, parce que ces missions sont d'abord c'est un mécanisme d'exploitation qui est mis en place par la France, les États-Unis, l'Angleterre. Aujourd'hui, je vais chuter, tu vois, vous allez prendre la parole, parce que il faut réellement que l'Africain puisse vraiment peser, parce que nous devons décider. En décidant, il faut que l'organisation qui regroupe les pays, surtout l'Union africaine, doit faire un travail. Mais malheureusement, que ce soit sur le plan économique, quand vous avez parlé tout de suite de la Banque africaine de développement, il faut demander qui sont ceux qui sont derrière cette banque, quels sont les partenaires financiers de cette banque. C'est réellement ces mêmes personnes. Quand nous voulons créer une organisation africaine, que la CEDEAO, la CEMAC, comment vous appelez le truc de l'Afrique australe, et tout ça là, pour pouvoir bien fonctionner, nous avons toujours besoin de ces personnes-là comme partenaires financiers. Et quand quelqu'un veut te financer, il faut savoir qu'il doit en tirer bénéfice. Donc, nous devons faire, l'Africain ne travaille pas. Nous devons faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir rivaliser. Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants africains comprennent ces enjeux aujourd'hui et font le nécessaire pour que l'Afrique se hisse aussi, ait son mot à dire, j'allais dire? Ils comprennent, mais ils jouent à l'Autriche. Ils profitent de la situation. Ouais, Dominique a dit quelque chose, M. Samuel. Si je dois dire que celui qui fabrique les armes, il a la cause des guerres comme cela. Celui qui fabrique également le couteau a la cause de toutes les... Chaque fois qu'on prend quelqu'un. Je ne suis pas responsable de ce que j'ai fabriqué, parce que c'est celui qui l'a acheté qui l'a utilisé mal. Donc, mais pour le vendre, parfois, vous avez besoin aussi de créer des poches de tension pour qu'il y ait des justement, c'est que, vous voyez, quand vous allez, je l'ai déjà dit une fois ici, quand vous allez dans le Sahel, les armes qui sont plus abondantes, ce sont les Kalachnikov. Et les Kalachnikov fabriqués par les Occidentaux. Les armes américaines, on les armes, les M16, les M6. Mais quand vous allez majoritairement, les armes d'assaut que les touristes utilisent plus, c'est les AK-47, et ce ne sont pas les Occidentaux qui le fabriquent. Oui, je le dis que les guerres, tout le monde fait le commerce au moment des guerres. Tout le monde profite quand il y a des guerres. Mais moi, ce que je dis, Samuel, c'est que Demi doit comprendre que moi, je ne veux pas comprendre une Afrique solidaire, une Afrique unie au moment où, entre-temps, je ne sais pas c'est quelle année, c'est l'Afrique du Sud qui a chassé les Nigériens. C'est ce que je parle d'une intégration. Les Nigériens prennent le boulot des Africains. Ouais, c'est tout ça. C'est pourquoi je parle. Ce n'est pas le blanc. Vous ne comprenez pas. Le blanc, pourquoi le blanc parle de droits de l'homme aujourd'hui? Le blanc, lui, il a traversé ça. Vous voyez, la France a fait la Révolution française, où tout ce qui s'est passé avant la Révolution française, ils ont fait cesser certaines choses, et ce n'est plus. Les États-Unis aussi, au moment de leur indépendance en 1774, il y a des choses qu'il ne faut plus, parce qu'ils avaient fait des choses et ils ont dit à partir de gens,
fait plus ça. Et beaucoup de choses, eux, ils sont après ils disent non, ils le font pas. Maintenant, quand vous dites que les nôtres, vous comprenez pas. Quelqu'un qui quitte 1000 km de chez lui pour venir chez toi, il ne vient pas pour la blancheur de tes dents ou la beauté de tes yeux. Il est venu pour chercher quelque chose. Les Libanais sont ici, vous voyez comment ils exploitent nos soeurs, nos frères dans leurs entreprises. Est-ce qui se plaignent de leur cas? Personne. Et à cause de 45 000 ou 50 000 francs, vous allez voir que nos soeurs vont transporter les choses 3 fois plus lourdes que leur poids. Mais qui se plaint pour eux? Non. Et tout le monde a braqué sur les Occidentaux, la France, alors que comment on appelle, nos manutentions ici, les parcs de voitures, c'est détenu par les Libanais. Est-ce qu'il n'y a pas un Togolais ou il n'y a pas un Africain qui peut détenir ça? Non. Quand la dernière fois, on veut vendre Yas Togo, est-ce qu'on a parlé sur les médias qu'on veut vendre, privatiser Yas Togo et on n'a pas trouvé un Togolais qui a l'argent pour le faire? Non, on a préféré prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas du Togo pour le faire. Donc ça, ce n'est pas le blanc qui fait ça. C'est nos dirigeants et c'est nous-mêmes. Parce que si les subventions sont passées et qu'on fait les choses normalement, pourquoi on ne peut pas se développer? Aujourd'hui même le Togo, quand tu es entrepreneur, moi je dis que je vends un produit, quelqu'un préfère aller payer la matière première chez les Chinois que de venir payer chez moi sous prétexte que le Chinois vend moi. Ce n'est pas ça la solidarité. Comme je dis, le blanc ne m'empêche pas de dormir, il ne m'empêche pas de manger, mais celui qui m'empêche de manger, c'est mon dirigeant ici, c'est les autorités togolaises ici qui empêchent à ce que mes activités marchent normalement. Quelqu'un a dit un jour que pourquoi aller chasser un tyran qui a 1000 km de chez moi alors qu'il y a 1000 tyrans à 1 km de chez moi? C'est pour nous disons qu'il doit changer. Je pense c'est intéressant ce débat sur l'ONU. Mais là, la question, parce qu'on doit quitter le sujet, la question avec laquelle je voulais quitter ce sujet, vous l'avez évoqué brièvement en entame, c'est une organisation qui a besoin d'être réformée. Évidemment, parce que cette organisation, ces textes datent de 80 ans, ça ne commode plus avec nos réalités. Il faut réellement qu'on redéfinisse la carte onusienne et redonner les forces à d'autres pays qui peuvent aussi peser. Donc, je pense problème, si c'est que chaque pays participe financièrement. Donc, quel est notre quota? Il faut vraiment que, même c'est pas en termes de quota. C'est ça. Les États-Unis seuls donnent jusqu'à 45% quand il y a des besoins dans l'ONU. En termes de responsabilité, si on veut vraiment que ça puisse fonctionner, il faut redéfinir les cartes, il faut redéfinir la mission même de l'ONU. Quelle est réellement les véritables missions de l'ONU? Si aujourd'hui nous avons des pays, des tensions de guerre un peu partout, quelle est l'action, quel est le pouvoir de l'ONU dans ces conflits armés? Je pense qu'il y a beaucoup de choses et que ces pays-là, ces pays qui se disent les grandes puissances, il faut vraiment qu'on se départit de ça et que chaque pays a le droit doit avoir son indépendance réelle pour prendre des décisions à la direction de droit une fois que tu commandes. Deuxième chose, oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit. C'est parce que vous savez, quand j'ai dit que ces pays ont tout mis en œuvre, même sur le plan économique. Aujourd'hui, c'est vrai, on va parler de. Si on rentre dans les économistes, nous dirons la part d'apport économique. Sinon, pourquoi on peut me dire aujourd'hui que l'euro est au-dessus du franc CFA? Pourquoi je dois avoir, pour avoir 1 euro, je dois donner plus de 700 francs pour avoir 1 euro? Vous pensez avec cet équilibre et cet échange monétaire? Non, il y a tout ça là qui est en jeu. Cet échange monétaire, nos États peuvent se développer. Vous pensez que si je suis en France, je quitte avec 1 euro, je viens avoir 655 francs? Mais vous voyez, quand on prend 1000 francs cette fois-ci, on prend plus de presque 800 000 Syrie. Est-ce que le Ghana se plaint pour ça? Je dis, il faut réellement qu'on redéfinisse. Moi, je suis d'accord avec toi. Avec les échanges monétaires pour que les États se sentent mieux. La valeur monétaire dépend de ce que vous produisez. Mais attention, là où je dois attirer l'attention des dirigeants africains, c'est que il ne faut pas qu'ils pensent que la colonisation est finie. C'est une colonisation qui est sous une autre forme. Et de nous maintenir sous domination. Et nous devons être éveillés pour s'en sortir. Sinon, si nous devons les accompagner dans leur science, et ils ont déjà planifié, c'est un plan déjà établi. Et chaque pays là connaît ça. Même quel que soit le dirigeant,
personne ne change sa vision vis-à-vis de D'accord. l'État. Nous avons vu les États-Unis avec notre propre frère Barack Obama. C'est sous lui que, avec la complicité de Sarkozy, ils sont allés détruire la Libye. Aujourd'hui, nous périssons dans ces conflits armés. Je pense que nous devons tous... On a consacré beaucoup de temps à ce sujet, si vous permettez. On va il faut qu'on arrête d'accuser les dirigeants, les trucs. Nous sommes tous paresseux. L'Afrique ne travaille pas. Que ce soit les jeunes, tout ça, on nous a tous instruits à rester dans le style européen. Je vais annoncer le deuxième sujet. On n'aura pas beaucoup de temps là-dessus avant la pause. C'est le Moyen-Orient où plusieurs pays reconnaissent un État palestinien. De nouveaux pays ont rejoint donc la liste des États reconnaissant officiellement la Palestine. C'est le lundi 22 septembre dernier à New York. Il s'agit notamment de la France, d'Andorre, de la Belgique, de Monaco, du Luxembourg, de Malte. Cela cette reconnaissance a-t-elle des conséquences et à quoi faut-il s'attendre? À quels sont est-ce que c'est des reconnaissances plutôt symboliques ou bien ça a une portée véritablement politique? En fait, c'est symbolique, c'est à la fois symbolique et politique, mais juridiquement, c'est vide de sens. Parce que nous étions sur les Nations Unies et nous savons très bien que tout cela peut bavarder. Si les États-Unis disent net, ils vont se ranger, ils vont rien faire. Parce que depuis 88, il y a plusieurs États qui ont reconnu la Palestine comme État indépendant ou autonome. Même le Vatican en a eu. Je pense du 15 septembre 88 jusqu'au 30 septembre en allant, les gens même le Togo m'avait reconnu avant de se retraiter par rapport à cela. Mais tout ça là, quel est l'impact? L'impact, c'est que vous ne pouvez pas dire que on torture un État et que cet État est indépendant au même moment où la Chine ne veut pas laisser le Taïwan être indépendant, au même moment où la Russie s'attaque à l'Ukraine. Donc ça veut dire que les Ukrainiens n'ont pas besoin de chercher à vivre. Puis ça, je dis que je ne comprends pas l'hypocrisie du monde entier, où on refuse à l'Ukraine de choisir, lui, sa gouvernance et d'être indépendant. Mais maintenant, on dit qu'il faut que la Palestine soit indépendante. Au même moment, on accepte que la Chine brime le Taïwan, et ainsi partout dans le monde. C'est sur cette tension. Et heureusement que Dominique a dit que ça nourrit des puissances. Et je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit que tel pays. Quand vous voulez indépendant pour un État, parce qu'il y a une clause des nations qui dit que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chaque peuple en a besoin et il faut que chaque peuple dispose d'eux-mêmes. Et s'ils veulent que tous ces pays qui disent que ce sont les États satellites pour eux qu'on soit là le fait. Moi, je serais d'accord une résolution des Nations Unies, à savoir une bonne fois pour toutes, l'État palestinien, si seulement ça permet à ces deux États de vivre en paix. Mais le problème de Palestine, c'est un problème idéologique. Ce n'est pas un problème politique, parce qu'il faudrait que les deux peuples s'acceptent d'abord. Je vous informe que Samuel, ces deux peuples, quand on les met devant toi, tu ne peux pas distinguer l'Israélien du Palestinien, parce que ce sont les peuples proches disons que c'est les deux enfants d'Abraham, les deux nations qui sont d'Abraham. Mais moi, je ne comprends pas quel est l'acharnement des Nations Unies ou des puissances occidentales. C'est des moments où les gens disent que la France aussi a... Non. Si vous voulez, ces pays n'ont qu'à s'entendre et vérifier véritablement comment il y a les Soudans qui s'attaquent entre eux ici, mais personne ne vient pour régler le cas Soudan. Donc la population soudanaise, on peut se tuer, ou comment on appelle les généraux Fatah ou quoi là, s'entretuer, on peut les laisser se terminer. Le Rwanda et l'RDC peut se tuer, mais est-ce que c'est ça? Je dis que je ne comprends pas l'hypocrisie de l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il faut régler. Donc moi, je dis que leur connaissance ne joue que sur le plan, et comment il faut l'appeler, politique peut-être, mais juridiquement, ça n'a pas de sens. Donald Trump a réagi à cette valse de reconnaissance. Il a dit que c'est une récompense pour le Hamas, et vous savez que le Hamas, c'est l'ennemi juré de l'État hébreu. En même temps, cette reconnaissance signifie que ces pays sont pour la solution à deux États. Évidemment, en réalité, si tu vois cette histoire dans le Moyen-Orient, c'est ce que je viens de dire dans les analyses sur l'ONU. C'est-à-dire que soit vous êtes dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a que les 5 grands, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie. D'accord? Soit vous faites la vie
des États-Unis et la France et eux consorts, ou bien la Chine et la Russie aujourd'hui. Mais bon, vous allez voir les États-Unis, l'Israël sous la coupole des États-Unis qui se permet de tout faire. Vous avez vu comment s'est levé un beau matin pour aller bombarder. Il sait pas, on a tué 1000 Israéliens la nuit d'octobre là. Bombarder. Non, il sait pas. Moi, c'est vrai, peut-être qu'il y a des raisons politico. Moi, je rentre pas dans ça, mais moi, de façon. D'une manière il y a sociale, le Hezbollah qui depuis Liban tirait. Laissez Dominique aller au bout. Pour la cohésion sociale, de vivre ensemble dans un monde. Je pense que moi, je suis pour un pays qui agresse un autre. Quelles que soient les raisons. Contre, vous voulez dire? Oui, un pays qui agresse un autre État. Par exemple, la Russie d'aller agresser l'Ukraine. Moi, quelles que soient les raisons que la Russie va évoquer, que ce soit lui qui était la première, c'est-à-dire la première puissance à agresser, moi, je suis contre. Je suis contre également l'agression israélienne sur des gens, bon, pour des raisons qu'on est. Depuis, avant que cette affaire d'otage n'arrive, on sait que l'Israël annexe la Palestine. Pour quelle raison? Aujourd'hui, pour annexer des territoires sous la coupole des États-Unis, s'il faut aller à une reconnaissance à deux États pour avoir la paix, je pense qu'il faut que tout le monde l'accepte. Ce n'est pas, je pense que aujourd'hui, au Conseil des Nations Unies, on voit les voix s'élever. Donc, si plusieurs personnes pensent que c'est la solution pour avoir une paix durable, je pense qu'il faut le faire. Ce n'est pas une raison de force, ce n'est pas une raison d'envie de pouvoir laisser un autre territoire, occuper un autre pays, annexer notre pays. Je pense que si c'est la voie, et quand vous voyez la détermination de ce peuple-là, il n'y a pas un peuple qui dit aujourd'hui qu'ils ont envie d'être annexés par l'Israël. Ouais. Est-ce que vous voyez des manifestations sur le territoire palestinien appelant à l'Iran, nous voulons que l'Iran vienne avoir une nationalité iranienne? Je pense que quand ils voient les Palestiniens, ils sont toujours déterminés à vouloir défendre leur territoire. Je pense que l'Israël devrait comprendre cela et que si les autres pays ont compris, il faut qu'on l'accepte. D'accord. Si la création à deux États peut résoudre la paix, il faut que l'Israël comprenne, les États-Unis, mais comme l'a dit coach, vous allez voir avec cette histoire de droit de veto, mais c'est ceux qui sont en train de chanter aux tribunes. Non, il faut un État, il faut une création à deux États. Je pense que le veto américain va s'imposer. Va faire taire tout le monde on serait là en train de tourner. Un siècle après, cette guerre serait toujours... D'accord, mais si on va marquer la pause, si vous permettez, et puis on reviendra dire encore quelques mots avant de continuer cette émission.